micromécanique, la lithographie et autres. On est arrivé maintenant, dans les années 80-90, à une convergence de ces deux approches. Et de fait, les nanotechnologies, en gros, c'est la convergence d'une approche bottom-up, des sciences de la matière, de la chimie, avec une approche top-down de tout ce qu'on appelait mécanique, micromécanique, lithographie et autres. Et donc, maintenant, on est dans une approche où tout ça converge et on se retrouve au milieu avec les sciences de la vie, la biochimie, la biologie. Donc on a une sorte de convergence des sciences avec des conséquences qui inquiètent certains et qui ont suscité des questions mal exprimées lors du débat public, mais qui sont sous-adjacentes. Alors, nanotechnologie, les domaines pour essayer de simplifier. Ça, disons que cette interprétation-là, on est un certain nombre à l'avoir, c'est de dire, d'une part, il y a les sciences de la vie. Tout ce qui est biologie, enfin médecine, pharmacie, biotechnologie, on va les réunir sous l'entité nanobiologie ou nanobiotechnologie, suivant les cas. Après, il y a la chimie des matériaux, donc un peu à la base de tout le reste, on les retrouve dans les nanomatériaux. Et après, les technologies de l'information et de la communication, avec le stockage et le traitement des données. On revient sur Richard Feynman, au début, et son discours de 59, la superconductivité, les ordinateurs quantiques, la plasmonique, et ainsi de suite. Et là, on est typiquement dans la nanoélectronique. Et on retrouve ce découpage maintenant dans les projets européens, où le mot nanotechnologie apparaît, mais il éclate immédiatement en sciences de la vie, en électronique, au sens le plus large de l'électronique, essentiellement nano. Et puis cette science, qu'ils appellent maintenant même les matériaux avancés, on parle à peine de nanomatériaux, on parle beaucoup plus de matériaux avancés dans les groupes à Bruxelles. Alors je vais vous parler essentiellement des nanomatériaux parce que c'est un peu à la base de tout et que c'est illustratif. N'étant pas un spécialiste en physique, je n'ai pas voulu me lancer dans une approche de nanoélectronique. Je connais des gens qui pourraient vous faire des remarquables présentations là-dessus, on pourra l'envisager dans une autre séance. Alors les nanomatériaux. Alors la définition ISO, là aussi, on travaille dans du solide. C'est des matériaux au moins une dimension externe à l'échelle nanométrique, une seule. Ou bien une structure interne à l'échelle nanométrique. Et on définit l'échelle nanométrique typiquement et exclusivement toujours entre 1 et 100 nanomètres. Donc on reste toujours axé 1 et 100 nanomètres. En dessous d'un nanomètre, on touche aux atomes, on commence à toucher aux atomes. Donc les atomes sont exclus. Au-dessus de 100, mais ça peut être 200 ou 300, là on rentre après dans des matériaux massifs répondant aux lois classiques. Donc, dès 2005, ça c'était un document dans lequel j'ai collaboré, c'est l'élaboration de la plateforme technologique sur la chimie durable à Bruxelles. Et dès 2005, les nanotechnologies étaient considérées un peu comme la base du développement de la chimie durable en Europe, avec les retombées vers l'énergie, les technologies de l'information, la santé, la qualité de vie, et puis la protection des citoyens, qui sont les 5 grands axes de développement de la chimie et des matériaux fixés au niveau de la chimie durable par la Commission européenne. Donc, la maîtrise des nanotechnologies, sous-entendu l'échelle nanométrique dans les technologies et les nanomatériaux, est considérée depuis au moins 2005 comme une des bases du développement de l'expertise en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier juste un petit exercice de géométrie. Pourquoi une nanoparticule présente des propriétés différentes? Et là, on pourrait s'amuser à faire le petit calcul, puisqu'il suffirait de prendre une masse grand M ayant un diamètre D, de diminuer cette masse grand M en n petites sphères, en conservant la somme des masses égale à grand M, et on se rendrait compte que quand on diminue le diamètre à masse constante, donc alors une multitude de petites particules, on augmente la surface de contact avec l'extérieur. Cette remarque conduit beaucoup de personnes à dire des bêtises, à commencer par les toxicologues, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, parce qu'ils disent que, de fait, la toxicité des nanoparticules est liée à l'augmentation de la surface. Non. Oui et non. C'est-à-dire que oui, on diminue le diamètre, donc oui, on augmente la surface, mais l'augmentation de la surface n'est pas la conséquence directe. L'augmentation de la surface pour un chimiste, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'atomes en surface. Et les atomes en surface n'ont pas du tout la même réactivité, ils n'ont pas du tout le même niveau énergétique que les atomes qui sont dans la masse. Prenez un individu dans une foule qui manifeste, entre l'individu qui est au milieu et l'individu qui est au contact des CRS, c'est pas du tout le même comportement. Dans un atome chimique, un atome n'a pas du tout le même niveau énergétique quand il est à l'extérieur
ou quand il est à l'intérieur entouré de ses congénères. Et on voit donc que quand il y a un groupe de 13 atomes, ben, il y en a 12 qui sont en surface. Donc on a 12 atomes qui ont une réactivité très différente, des niveaux énergétiques beaucoup plus élevés. Et ça, ben, en chimie on le connaît, ça s'appelle la catalyse hétérogène, même si on a du mal parfois à l'expliquer d'une manière scientifique et cohérente, c'est connu depuis longtemps. Donc, dans ces telles conditions, c'est qu'un atome, l'or, bon, tout le monde a ou a eu une bague en or, des boucles d'oreilles en or ou autre, l'or est réputé être totalement inactif chimiquement. Bah, de l'or à 2 nanomètres est actif, il réagit chimiquement. Ce qui revient donc à dire que son niveau énergétique est très différent. Et ce qui revient donc à dire qu'à ce moment-là, à 2 ou 3 nanomètres, quels sont les phénomènes qui sont mis en jeu? On commence à flirter avec les aspects mécaniques quantiques. Les niveaux énergétiques sont plus continus, ils sont discontinus. Et là, je dirais que les chimistes traditionnalistes comme moi, on a besoin de se retourner vers les physiciens pour avoir une approche et une description plus cohérente. Donc vous voyez, le problème de l'échelle nano, c'est qu'en réalité, on est dans une zone frontière entre une description macroscopique et puis une description quantique. On passe d'un système d'énergie continue à un système d'énergie quantique. J'avais eu une longue discussion avec le professeur Ian McDermott, qui était prix Nobel de physique pour les polymères conducteurs, c'était à Philadelphie, dans un restaurant français, et je lui demandais, mais monsieur le professeur, un atome de fer, est-ce que c'est métallique? Non, un atome de fer n'est pas métallique. Et 2 atomes de fer. Alors on mangeait une baguette de pain français, c'était un restaurant français, donc avant tout le pain était français, et ils faisaient des petites mie de pain avec la baguette. 2 atomes de fer, ça n'a pas une structure métallique. Et on est arrivé à 100, et la baguette commençait à diminuer. À 100, on n'était toujours pas dans une structure métallique. Donc à partir de quel moment un atome, une structure, va passer d'un système discontinu, quantique, à un système continu? Ben, j'ai jamais eu la réponse de McDermott. C'est à une zone floue. Et c'est un problème, c'est le problème qui se pose au niveau des technologies. C'est pour ça qu'on a du mal à décrire et qu'on voit apparaître des phénomènes nouveaux. Donc ça, exemple sur les particules, les nanoparticules. Alors, je vais prendre maintenant un autre exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de 1991 avec les polémiques qui pourraient naître sur la date de découverte des nanotubes de carbone. Alors, les nanotubes de carbone, à chaque fois que je suis interviewé par un journaliste, mais à chaque fois qu'une ONG m'interroge ou autre, on commence à parler nanotechnologie, au bout de 15 secondes, on parle nanomatériaux, et au bout de 30 secondes, on parle nanotubes de carbone. Donc malheureusement, les nanotubes de carbone, c'est un peu l'emblème du nanomonde. On l'a vu dans le débat public, les seuls mots que j'ai entendus par moment, c'était les nanotubes de carbone, et dès qu'on en parle de nanotechnologie dans les journaux, vous avez une fois sur 2 au moins une photo d'un nanotube de carbone. Donc il faut parler nanotubes de carbone, et ayant commencé un projet nanotube de carbone pour Atofine à l'époque et Arkema maintenant en 2000-2001 plutôt, donc je ne me sauverai pas et je parlerai un petit peu de nanotube de carbone. Donc nanotube de carbone, c'est du carbone, et le carbone, tout le monde le connaît, le graphite et puis le diamant, c'est ce qu'on avait appris à l'école, on a dû vous apprendre la même chose, jusqu'en 85. On en était dans 2 structures très différentes, le diamant très dur, le graphite, une structure où les plantes pouvaient glisser sur eux, donc une structure très tendre. Et en 1985, il y a eu le coup de tonnerre avec la découverte par une équipe de Rice University, Richard Smalley et Robert Curl, associés avec un chercheur Harold Kroto de l'université du Sussex à Brighton, et ces structures C60, donc les fullérenes. Vous avez vu au début que je comparais au ballon de football. Donc ça fait 0,7 nanomètres de diamètre. Une structure à 60 atomes de carbone, les carbones étant au sommet de pentagone ou d'hexagone. Bon, tout le monde était content, ils ont eu le prix Nobel quelques années après. Pensait que c'était une véritable nouvelle structure du carbone. On peut revenir en arrière. En réalité, tout le monde considère maintenant que le fullerène n'est qu'une forme stabilisée de nano-morceaux de plans graphitiques. On verra quand on parlera du graphène tout à l'heure. Un plan de graphite à 60 atomes de carbone n'est pas stable plan, et a tendance à se refermer sous une forme sphérique. Alors, on a vu qu'Ijima avait découvert les nanotubes de carbone en 91, mais Kendo on avait fait bien avant. Donc, comment on fait des nanotubes de carbone? On prend un plan de graphène, donc un des constituants du graphite.
on l'enroule comme du papier, et on le ferme comme ça. Alors, pratiquement, ça se fait un peu différemment. Sur le plan topologique, on peut le représenter comme ça. Donc, en gros, un nanotube de carbone, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que du graphite. Et pour Jean-Baptiste Denay, qui est la référence française dans le noir de carbone et la chimie du carbone, pour lui, un nanotube de carbone est structurellement à 92% du graphite. Comme les graphites industriels sont aussi à 92% du graphite pur, on voit donc que les nanotubes de carbone, pour un chimiste, c'est peut-être pas tellement loin d'être du graphite. Mais ça, c'est pas une bonne excuse.